On va parler d'architecture et de bande dessinée, de la ville, dans la vie de la bande dessinée, dans toutes ses œuvres depuis un long moment. On va parler avec Jean-Marc Thévenet, avec Jean-Christophe Choisy, qui est notre auteur. Jean-Marc, oui. Cette exposition, Cité de l'architecture, comment on imagine une exposition pareille et comment, comme un architecte, tout simplement, on la construit, on la bâtit? Quant au fait de l'imaginer, elle est née d'une conversation informelle avec François de Mazières, qui est le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, sur cette idée de la relation de la bande dessinée et de l'architecture. Puisqu'il y a toujours une petite interrogation, finalement les architectes avaient un devoir de réaliser finalement de façon concrète ce qu'ils imaginaient, puisque moi ce que j'avais en quelque sorte vendu à François de Mazières, c'était l'idée que les architectes et les auteurs de bande dessinée étaient des visionnaires à part entière, que la dimension finalement voilà, concrète à réaliser quelque chose n'était pas la plus importante, puisque j'avais lu des articles concernant par exemple Rem Koolhaas ou Le Corbusier, puisque j'avais travaillé un petit peu sur Le Corbusier, qui me paraissaient être des personnages et des personnalités extrêmement romanesques, extrêmement extravagantes, ça fait beaucoup, mais quand même, et que la dimension de fabrication, en quelque sorte, de réalisation, était secondaire. Et fort de ce constat qui laissait un peu François de Mazières sceptique, il m'a demandé donc de réfléchir au bâti de cette exposition, et on est parti du principe que ce serait une exposition chronologique, dans la mesure où cette exposition se destine au plus large public, au plus grand public. Ce n'est pas du tout une exposition qui est dans le cadre d'un festival de bande dessinée, sans que ça soit réducteur, mais on a moins affaire à un public de spécialistes, et que le propos est tellement vaste, puisque l'exposition fait 950 mètres carrés, quasi 1000 donc, et qu'on aurait pu avoir encore 1000 mètres carrés de plus, tant il y a des éléments éditoriaux absolument fascinants. Donc l'aspect chronologique nous permettait de bien paramétrer en quelque sorte le propos. Donc c'est 1905-2010. Et puis il y a une dernière partie de l'exposition qui sont vraiment les sujets particuliers de la relation de la bande dessinée à l'architecture. Alors il y a deux extrêmes. Il y a la réalisation du musée Hergé par Christian de Porzampar, avec la scénographie de Josphart pour l'architecture d'intérieur, avec la ville molle totalement déconnante des requins-marteaux. Donc on est sur deux extrêmes comme ça, mais ça montre aussi donc la capacité de relation entre l'architecture et la bande dessinée. Donc Jean-Marc, c'est bien l'architecture comme bâti, visuellement. On n'est pas dans l'architecture, la construction des personnages, la construction des scénarios. Si, il y a aussi ça dans cette exposition. Non, on est vraiment dans le BTP. Et d'ailleurs, on est beaucoup plus dans la ville dessinée que dans Archie et BD. En progressant dans la réflexion, dans la construction, sans jeu de mots, dans la construction avec les scénographes, ce qui nous a semblé le plus intéressant, et ce qui m'a semblé le plus intéressant, puisqu'on présente, il y a 350 œuvres pour une centaine d'auteurs, et il y a environ une cinquantaine d'œuvres d'architectes qui sont également présentées. Non, c'est vraiment la relation de la bande dessinée à l'architecture, et comme je viens de l'évoquer, plus particulièrement à la ville. Jean-Christophe, comment tu travailles la ville, justement? Est-ce que la ville, lorsque tu la construis sur le papier, elle doit être précise, ou elle doit juste tenir de l'émotion et donner le sentiment au lecteur? Il sait où il est, il sait où il va, il suit les personnages, il sait à peu près dans quel quartier il est. C'est exactement sur cet équilibre-là que ça se situe. C'est-à-dire que je ne suis pas un dessinateur de détails comme peuvent l'être certains tenants de la ligne franco-belge, je sais pas, IRS, tous ces trucs-là, enfin bon, 13, qui vont, d'après ce que j'en sais... tu ne fais pas les 2500 fenêtres du building. Non, voilà, c'est ça. Donc, mon boulot, c'est d'arriver à être vraisemblable et à être expressif. Donc... Je me fous assez du détail et du réalisme absolu. J'ai juste besoin des éléments minimums qui vont me permettre à ce décor personnage d'exister et de participer au récit. De la même manière qu'il est accompagné par un travail sur la couleur qui n'est pas non plus réaliste,
mais qui est censé accompagner la psychologie du déroulement des scènes, en gros. Donc le minimum syndical de rapport à la réalité, mais je la connais bien, donc c'est-à-dire que évidemment j'ai besoin de documentation, donc je fais pas mal de photos, je fais pas mal de dessins sur les lieux, même si c'est pas facile dans la Goutte d'Or. Oui, c'est chiant de sortir le carnet de dessin parce qu'on a du monde sur le dos et c'est encore pire de sortir l'appareil photo. Mais bien évidemment, donc le minimum pour typer les lieux, et avec un peu d'expérience, c'est pas très compliqué. Et puis le maximum pour que le décor colle au personnage, en gros. Voilà. Et par exemple, un de tes albums, Béton armé, donc tu n'hésites pas, même dans le titre, à jouer évidemment sur le titre, à mettre le titre. C'était il y a longtemps, oui. Voilà. C'était il y a longtemps, justement, avec un personnage qui était mon personnage et qui était dans une situation à la Dupuy et Berberian. Puisque, oui, c'est une situation tout à fait bobo du type qui imagine que Orléans, c'est déjà le sud de la France. Même Malakoff, c'est le sud. C'est loin, c'est loin. C'est pas tout à fait faux. C'est au sud. Voilà, et donc l'intérêt, c'était de confronter ce type qui peut faire ses courses jusqu'à 11h du soir en bas de chez lui et qui peut se déplacer en transport en commun à longueur de semaine, sur un terrain de jeu qui devient une espèce de cauchemar absolu, qui est, pour le coup, la banlieue vue par un Parisien, avec la possibilité de jouer avec tous les a priori, tous les clichés qui tournent autour de cette construction au rabais, décalée, mise au rebut. Oui, c'était. Alors pour le coup, là, c'était vraiment prémédité cette idée de bosser sur une ville autre, une espèce de ville cauchemar pour le Parisien que je suis. Voilà. Le polar m'a permis de creuser ça, bien évidemment. Jean-Marc, Batman sans Gotham City n'existe pas, par exemple. Vraisemblablement, il y a chez les super-héros, alors il y a là un point d'interrogation. Effectivement, il y a une dimension quasi freudienne, c'est-à-dire que le super-héros, il est là pour protéger la ville, il est là pour protéger une icône qui est toujours la ville. Ce qui est assez intéressant, c'est que les grands créateurs de super-héros étaient des émigrés. Qui étaient partis très rapidement parce qu'effectivement ils fuyaient les pogroms généralement, ou pour certains la montée du nazisme, et c'est pas neutre, c'est pas anodin qu'effectivement des émigrés, c'est-à-dire des gens qui sont hors leur propre sol, réfléchissent comme ça à l'élaboration d'une ville à la fois extrêmement fragile et en même temps totalement, pas totalement, mais fragile et idéal, puisqu'il y a les super-héros pour venir la protéger. D'ailleurs, on a exposé une toile de Daniel Autoire, qui est peintre, mais qui, dans cette grande toile qui fait référence aux attentats du 11 septembre, on voit un Spider-Man assis au-dessus d'un gratte-ciel et qui dit « j'ai rien pu faire pour ma ville ». Parce qu'on est encore aussi à cette époque-là, effectivement, dans un univers relativement protégé. Enfin, je parle des grandes mégapoles américaines. Il n'y a jamais eu d'invasion, il n'y a jamais eu de guerre. La guerre de sécession, elle s'est passée dans des champs de maïs bien loin. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas de... Sans Gotham City, sans Metropolis, sans bien d'autres villes, il n'y a pas de super-héros, quelle que soit la nationalité. Ça, c'est certain. Ce qui est très étonnant aussi, c'est on découvre dans cette exposition, on parlait tout à l'heure des héros de bande dessinée, quels qu'ils soient. Par exemple, quand on pense à Gaston Lagaffe, il passe son temps dans un immeuble, ou il passe en bas de l'immeuble, par exemple. C'est vrai que ça donne au regard une notion différente. On voit la bande dessinée différente finalement. Il y a ces arrière-plans qui deviennent des premiers plans. C'est aussi ça le but de cette exposition, c'est-à-dire ne pas oublier que la construction d'une bande dessinée, lorsqu'elle se passe dans une ville ou dans un système architectural, c'est un ensemble avant tout, et que l'un sans l'autre, rien n'existe finalement. La bande dessinée participe du même principe que le cinéma. Mais ça, j'aimerais bien l'avis de Jean-Christophe. Enfin, sur certains instants. Je prendrai deux exemples précis. Tu citais effectivement Gaston Lagaffe. Franquin, à la fin de sa vie, était obsédé par les parcs-mètres.
je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il était obsédé par Mauvaise ça. expérience comme à Paris. Sans doute, il en dessinait partout, tout le temps. Alors je ne sais pas s'il y a une dimension phallique, l'argent, bon, c'était quand même très, 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 très intéressant. Et on a une planche de Gaston Lagaffe, je ne sais plus quel est l'album, où effectivement il y a Gaston avec sa fameuse Fiat, il y a des parcs-mètres, il y a la fumée, et il n'y a absolument pas la ville, elle n'est absolument pas dessinée. Mais elle est dans un hors-champ absolument formidable. Effectivement, on s'aperçoit que Gaston Lagaffe, c'est un personnage essentiellement urbain, parce que d'abord c'est un garçon de bureau, c'est un gars, une sorte de il essaie d'être manutentionnaire, on sait ce que c'est donne, donc il ne peut se déplacer que dans la ville. Dans le même temps, on a une planche qui nous a été confiée par un collectionneur de Tintin et l'étoile mystérieuse. La ville aussi, alors bien sûr, on m'a souvent posé la question en me disant « Mais pourquoi vous n'avez pas montré des planches de Tintin en Amérique ?» J'aurais bien aimé, naturellement, mais je ne connaissais pas de collectionneurs. Je ne sais pas s'il y a des collectionneurs de planches de Tintin en Amérique, mais enfin, ils doivent être un ou deux au monde et ils les gardent précieusement. Et puis, la Fondation ARG a, quant à elle, son destin avec ses expositions. Mais cette planche de l'étoile mystérieuse m'intéresse parce que là, on n'est plus dans le hors-champ, mais pour revenir effectivement à ce que tu évoquais, on est dans un découpage absolument formidable. C'est la planche qui précède, pour ceux qui s'en souviendraient, parce qu'on a tous lu Tintin, le moment où le goudron fond sous les pas de Tintin. Et la ville est vraiment à l'arrière-plan, en noir, elle est dans l'obscurité, il y a simplement un lampadaire au premier plan, et il y a là une façon de citer la ville sans être démonstratif qui est absolument extraordinaire, parce que pour faire une petite incise, là aussi la tentation était grande de se dire finalement on va travailler avec 5-6 auteurs de bande dessinée, 5-6 architectes qui dessinent merveilleusement la ville, qui sont vraiment des cadors, qui sont les rois de la perspective, mais le propos n'aurait pas été très très loin. Ce qui m'a vraiment intéressé dans la construction, la scénographie, le cheminement de cette exposition, c'est effectivement de réunir à la fois des auteurs très démonstratifs comme Françoise Coyton, naturellement, des auteurs utopistes, une certaine vision de l'utopie comme Bilal ou Druillet en parallèle avec des architectes comme Parent, et puis toute cette dimension extrêmement sensitive, sans être pédant, même quasi-métaphysique, représentée par des auteurs de bande dessinée comme Jean-Christophe Chauzy, parce que justement, la bande dessinée, c'est ça aussi, c'est une multitude et une capacité de forme d'expression graphique absolument extraordinaire, et c'est ce qui m'a fait plaisir dans l'aspect un peu vertueux de cette expo.